sommaire, la poussière partout au Sénégal. La qualité de l'air est passée de mauvaise à très mauvaise. Entre gêne respiratoire et faible visibilité, vous entendrez la réaction de quelques Sénégalais dans ce journal. Dans les écoles, le Mardi Gras réduit au strict minimum. Épidémie ou pandémie de coronavirus, le Sénégal et la CEDEAO se préparent au pire. Des spécialistes de l'Afrique de l'Ouest formés à Dakar, à Touba, les familles d'émigrés en Italie appréhendent les conséquences du confinement des Sénégalais vivant en Lombardie. Contrat d'achat et de vente du gaz sénégalo-mauritanien à BP Gaz Marketing. On en sait un peu plus grâce aux résultats du dernier trimestre et de l'année 2019 de Cosmos Energy, publié hier aux États-Unis. Les chiffres dans ce journal. Et puis, la rencontre jeudi prochain entre le Haut Conseil du dialogue social et les syndicats d'enseignants. Pour le menu du journal, plutôt les titres de l'actualité internationale. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Hosni Moubarak est mort. L'ancien président de la République d'Égypte a tiré sa révérence ce matin dans un hôpital de la capitale. L'ex-autocrate renversé du pouvoir par une révolution populaire en 2011. Victoire annoncée de Gnassingbé fils à la présidence togolaise. C'est la dictature qui a encore gagné et le combat va se poursuivre jusqu'à l'obtention d'une alternance. Réaction du Front citoyen Togo debout. Vous entendrez son premier porte-parole. Et aux États-Unis, l'ancien tout-puissant patron de l'industrie cinématographique d'Hollywood est tombé. L'intouchable Harvey Weinstein, inculpé pour agression sexuelle et viol. Il a été démasqué par un documentaire britannique. Le développement de tous ces titres dans une vingtaine de minutes, Binta. Pour le menu du journal des sports que vous nous présenterez, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Ibrahima Sey, porte-étendard du paralympisme du taekwondo au Sénégal. Le combattant a validé sa qualification pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo à Rabat au Maroc. Il demande plus de moyens pour une meilleure préparation. Le site 221 Sport célèbre les meilleurs sportifs sénégalais. Sadio Mané remporte la palme du sportif de l'année. Ligue des champions en Europe, le FC Barcelone en Italie pourrait défier le Napoli de Gennaro Gattuso. On joue ce soir les autres rencontres de huitièmes de finale. Ce sera à partir de 20h. Rendez-vous dans quelques minutes pour les détails. Et puis, il y aura point de vue. Aujourd'hui, nous débattons de la gestion du risque de propagation du coronavirus Covid-19 au Sénégal par les autorités sanitaires du pays. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba, régie d'antenne Papa Omar Diao. Nez bouché, respiration difficile et visibilité très limitée. Les Sénégalais se sont réveillés ce matin sous un épais voile de poussière. L'ANACIM annonce que les intempéries dureront jusqu'à jeudi prochain. Quant à la qualité de l'air, elle est passée de mauvaise à très mauvaise selon l'Observatoire de la qualité de l'air. Aux grandes dames des Dakarois rencontrés ce matin. Le reportage de Amadou Sabarba dans un instant. En attendant de revenir sur ce reportage, parlons de cette poussière. Beaucoup de maternelles ont annulé les parades ou carnavals prévus pour la fête du Mardi Gras. Certaines écoles sont obligées de retenir les élèves dans les salles de classe avec leur déguisement. D'autres ont décidé de faire une petite fête dans l'enceinte de l'école, dans la cour de l'école, pour ne pas décevoir les tout-petits. Nafissatou Silla. Nous reviendrons sur ces intempéries dans un petit moment, le temps de parler du coronavirus. Cette épidémie de coronavirus, les pays de la CEDEAO se préparent. Des techniciens subissent actuellement une formation pour la détection et le diagnostic. Aucun cas n'a été signalé pour le moment dans la sous-région, mais l'OMS estime que dans la région, le risque des contaminations reste élevé. Anna Rocha. La zone CEDEAO est certes épargnée pour le moment, mais c'est maintenant qu'il faut redoubler de vigilance. D'autant que l'épidémie de coronavirus se propage assez rapidement, explique le docteur Abdourahmane Sow de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Cette formation s'est focalisée sur la détection et les capacités d'investigation et de diagnostic. Pour les pays de la CEDEAO, on a carrément un plan. Comme vous le savez, l'épidémie se propage assez rapidement. Le Sénégal est exposé comme tous les autres pays. Ensuite, l'OMS a déclaré que dans la région CEDEAO, le risque était élevé. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on mette en place toutes les stratégies de prévention
Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a mis en place un système qui permet de parer à toute éventualité. Les techniciens de laboratoire des pays membres de la CEDEAO qui vont subir cette formation de 3 jours vont ensuite recevoir des kits avec des tests, selon toujours le coordonnateur de la dite formation. Une menace dans un pays, c'est que toute la région est menacée. Donc même si le Sénégal a ce qu'il faut, si les autres pays n'ont pas, ce ne sera pas bon pour la région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour diagnostiquer, il faut le laboratoire, il faut des personnes bien formées, il faut les infrastructures, le bon matériel. Donc à la fin de cette formation, les personnes qui participent à cette formation vont rentrer chacun avec un kit qui comprend au moins 100 tests avec tous les réactifs et consommables pour pouvoir faire dans leur pays la détection rapide donc, de cette épidémie. Le professionnel de santé précise tout de même que dans cette lutte contre le coronavirus, les laboratoires ne sont qu'un pilier. La prévention contre l'épidémie doit aussi prendre en compte la prise en charge, la surveillance et ou l'isolement d'éventuels cas. Le coronavirus en Italie, l'impact risque d'être très grand pour les familles d'émigrés restés au pays. À Touba, Ousseynou Gueye, président de l'association des migrants du Baol, redoute que le confinement ait des conséquences parmi nos compatriotes et leurs familles. Il demande aussi à l'État de la transparence dans la gestion de cette crise. Marema Diop. L'association des migrants du Baol, préoccupée par le sort des milliers de Sénégalais qui vivent en Italie. Ousseynou Gueye, son président. La situation est inquiète car cette maladie se propage vite. Et comme vous le savez, nous vivons ensemble. Nous nous regroupons dans des associations, dans des maisons, dans des daïres et dans raison pour laquelle nous nous inquiétons de leur situation parce que là, c'est là même où se trouve la grande maison de Serigne Touba de Pontevico et c'est là aussi que donc cette maladie a été signalée pour la première fois. Actuellement, au moment où même je vous parle, dans la maison de Serigne Touba qui se trouve à Pontevico, il y a plusieurs chefs religieux qui sont actuellement là-bas. Les émigrés confinés, les commerces et lieux de travail fermés, Ousseynou Gueye redoute des répercussions sur les familles restées au pays. Aujourd'hui, les supermarchés sont vides. Les Sénégalais sont restés donc enfermés dans leur maison, ils ne sortent pas, donc ils ne travaillent absolument pas et s'ils ne travaillent pas aussi, ils risquent de ne pas avoir quoi à manger. Alors, c'est là notre inquiétude. Ça peut créer des crises. Non seulement c'est nos compatriotes qui sont là-bas, mais ça va répercuter aussi également sur ici. C'est les foyers. Comme vous le savez, la plupart d'entre eux, c'est des soutiens de famille. Alors, nous demandons à l'État du Sénégal de travailler surtout dans la communication, afin que ces Sénégalais puissent avoir la bonne information. L'association des migrants du Baol, en collaboration avec d'autres associations d'émigrés, appelle les autorités à plus de transparence et de communication avec les familles des Sénégalais basé en Italie. Marema Diop, Touba, RFM. Au sujet de la propagation de l'épidémie du coronavirus, vous le savez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle le monde entier à se préparer à une éventuelle pandémie. Qu'est-ce qu'une pandémie? Comment le Sénégal doit éventuellement y faire face? Suivons les explications du professeur Daouda Faye au téléphone avec Aïssatou Faye Bodian. Une pandémie, c'est une propagation fulgurante. Et le terme fulgurant est important, donc une propagation fulgurante de cas de maladie ou d'un problème de santé qui se propage dans plusieurs zones en même temps ou même dont la propagation a tendance à se mondialiser. Mais la chose la plus importante ici, c'est que cette propagation est incontrôlée. C'est ça la gravité c'est que les pays qui ont un système de santé en fait faible, ce sont ces pays qui sont les plus disposés à sensibiliser, à prendre des décisions politiques qui ne sont pas basées sur les sentiments, qui doivent être des décisions claires, fermes, orientées sur le risque zéro. Le Sénégal qui prend les devants au sujet du coronavirus. Le Sénégal qui se prépare également à toute éventualité d'attaque terroriste. Un exercice de simulation d'attaque terroriste aura lieu jeudi à Dakar. Ce sera sous la supervision directe du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui fera face à la presse après l'exercice pour en faire le bilan. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Je vous le disais tout à l'heure, nez bouché, respiration difficile et visibilité très limitée, les Sénégalais se sont réveillés ce matin sous un épais voile de poussière. L'ANACIM annonce que les intempéries dureront jusqu'à jeudi prochain.
Quant à la qualité de l'air, elle est passée de mauvaise à très mauvaise aux grandes dents des Dakarois. Rencontrés ce matin. Reportage Amadou Sabarba. Un masque sur le visage, un autre en main, Sidi Diawara a déjà pris les devants pour faire face à ce climat sec. Ah mais tu vois que c'est extrêmement dur là, j'ai oublié de mettre un casque là pour la poussière. Donc tu vois, avec les risques de maladies qu'il y a là, on ne sait jamais quoi. Donc on est obligé de se protéger pour prévenir les maladies respiratoires. Trouvé à l'arrêt bus sur la VDN, Selbe Diouf a pris le col de son boubou pour se protéger contre ce climat. Elle dénonce également le manque de communication. Déjà, ceux qui sont des asthmatiques, etc., elles vont encore plus galérer. Mais on est là, devant l'impossible, nul n'est tenu, on n'a pas eu de communication sur ça. Et je pense qu'en amont, ça devait se faire. Direction.e pour trouver Pape Maïse Diop, c'est directeur de parc de véhicules, se dit inquiet et associe ce climat aux symptômes de coronavirus. Ce qui me fait un peu peur dans tout ça, c'est encore une fois ce qui se passe dans le monde avec les maladies, les virus, les coronavirus et tout ça. Alors ça me fait un peu peur quoi. Oui, parce que je vois qu'il faut se protéger la figure, le nez, tout ça. Selon l'ANACIM, cette couche dense de poussière sera constatée sur le territoire jusqu'au jeudi prochain. Pour le moment, c'est la ruée vers les pharmacies et boutiques pour se procurer un masque de protection contre cette mauvaise qualité de l'air. Ce 25 février 2020, c'est Mardi Gras, mais avec cette poussière, beaucoup de maternelles ont annulé les parades ou carnavals prévus pour la fête. Certaines écoles ont été obligées de retenir les élèves dans les salles de classe avec leur déguisement. D'autres ont décidé de faire une petite fête dans l'enceinte de l'école pour ne pas décevoir les tout-petits. Nafissatou Silla. Il y a la poussière, il y a beaucoup de parents qui appelaient tout à l'heure pour voir le climat. Comme il y a beaucoup de poussière, on ne sort pas, on va rester. Voilà. Elle est asthmatique, ça fait what you want, d'accord, c'est bon. Madame Touré, directrice de la maternelle de la Croix-Rouge du Point E, au téléphone avec un parent d'élève. Pour cette année, la parade du Mardi Gras est tombée à l'eau avec cette poussière. Elle est catégorique. Non, catégoriquement, non. On ne va pas sortir. Aujourd'hui, on ne sort pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui ont retenu leurs enfants à cause de la poussière, le climat qu'il y a, tout le monde l'a vu, donc on ne sortira pas. Avec le climat, il y a beaucoup d'enfants qui sont asthmatiques, mais quand même, on va animer dans l'école. Heureusement pour elle que les enfants, tous déguisés, l'ont bien compris, comme leur camarade Fatou Faye Gaye. Mardi Gras, c'est ma fête, et puisqu'il y a aussi beaucoup de poussière, je reste ici et je ne pleure même pas. Cette dame, venue accompagner sa fille, porte toutes les deux des masques de protection. Avec le temps là, on est obligé de se porter un masque. Et même pour les enfants aussi, on est obligé de le... Moi, je suis asthmatique de dernier degré. Même situation à la gueule tapée dans cette maternelle publique. Mais ici, les élèves sont retenus en salle. Ça sera un peu compliqué parce qu'avec la poussière là, on avait programmé de sortir, de faire un carnaval. Mais sûrement on va renoncer à ça. Oui, c'est une déception, À la Maison des Anges aussi, pas une grande fête, rassurant pour ces parents d'élèves. Mais là, j'ai vu qu'ils sont à l'intérieur, qu'ils sont bien, là où ils sont, ne s'est pas exposé beaucoup. C'est normal, puisqu'il y a de la poussière. J'ai même hésité à l'emmener, mais je me suis dit que puisqu'elle a pensé, on a acheté son costume et tout, il fallait qu'elle vienne. Donc là, je suis vraiment rassurée qu'elle le fasse en classe. Avec cette poussière, impossible de durer trop longtemps dehors. Et pour les tout petits, la protection doit être plus rigoureuse. Mais cela n'empêche pas aux tout petits de s'amuser. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h et bientôt 15 minutes, on en sait un peu plus sur l'état d'avancement du projet d'exploitation du gaz naturel du bloc GTA à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, de même que sur le contrat d'achat et de vente signé entre les deux pays et la société BP Gaz Marketing. C'est à l'occasion de la publication des résultats du dernier trimestre et de l'année 2019 de la société Cosmos Energy hier aux États-Unis. GTA Ahmeim est l'un des actifs les plus importants de Cosmos qui y fondent beaucoup d'espoir. El Haj Ndiogoudjen. La compagnie américaine a déjà exécuté 25% de la première phase du projet Grand Tortue Ahmeim relatif à l'exploitation du gaz découvert entre le Sénégal et la Mauritanie. Cosmos Energy révèle même que le travail exploratoire est en cours pour les phases 2 et 3 afin d'atteindre 10 millions de tonnes par an de sa capacité d'exportation. Le 11 février dernier, Cosmos et ses partenaires ont d'ailleurs signé ici à Dakar avec BP Gaz Marketing
un accord d'achat et de vente pour les 2,45 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié qui sortiront de la première phase du projet. Une première phase qui s'étend sur une période de 20 ans selon le contrat. La compagnie américaine prévoit aussi des réserves équivalentes à 100 millions de barils de pétrole. En octobre dernier, Cosmos Energy avait annoncé l'exploration de Orca 1 comme une découverte importante dans la zone de Birala en territoire mauritanien. Orca qui concerne 9 puits situés entre les deux pays. Cosmos espère dépenser en 2020 entre 325 millions et 375 millions de dollars, soit entre 162 milliards et 187 milliards de francs CFA, compte tenu des dépenses pour l'exploration du gaz liquéfié entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans son rapport, la compagnie américaine révèle avoir fait des revenus estimés à 450 millions de dollars, soit plus de 225 milliards de francs CFA au cours de l'année 2019. El Hadj Ndiogou Diène, s'agissant de la future exploitation des ressources pétrolières sur le bloc de Sangomar, un peu plus au sud du bassin sédimentaire, l'association Action pour la justice environnementale sensibilise les populations des îles du Saloum sur les impacts de l'industrie pétrolière. La JE a réuni pêcheurs, acteurs du tourisme et élus locaux pour discuter des avantages et inconvénients. Aminata Goudiaby. L'exploitation du bloc pétrolier de Sangomar Offshore est annoncée pour 2023. Cependant, dans les îles du Saloum où ce pétrole a été découvert, la pêche est l'activité la mieux pratiquée par les habitants. En plus des vastes forêts de mangroves, l'association Action pour la justice environnementale craint des risques. Mamadou Lamine Diagne est le coordonnateur national de l'AJE. Le premier risque, c'est le déséquilibre écosystémique. Parce que là, quand on est dans un écosystème d'un delta, il faut savoir que c'est une chaîne très dynamique. Alors tous les éléments sont liés. Aujourd'hui, si via par exemple un déversement de pétrole, que ça peut perturber un peu la chaîne trophique. L'autre impact, c'est effectivement la pollution. On peut se retrouver un jour avec des espèces nouvelles dans la zone, avec l'exploitation du pétrole qui va nous amener ce qu'on appelle des eaux de ballast. Et là, ça peut créer vraiment des déséquilibres terribles de l'écosystème. L'AJE et ses partenaires de la société civile ont voulu prendre les devants. Ils ont initié à Sokone un atelier de sensibilisation de 3 jours à l'endroit des pêcheurs, des acteurs touristiques et des populations de façon générale. Nous sommes en train d'anticiper, c'est-à-dire de réfléchir sur les solutions, sur comment faire pour atténuer, pour mitiger tout cela, parce qu'on ne peut pas empêcher l'exploitation du pétrole, mais il faut essayer de réfléchir sur des mécanismes d'atténuation et d'adaptation. Mamadou Moustapha Gueye est le maire de Sokone dans le département de Foundiougne. C'est dans un contexte d'apaisement, de formation, d'information, pour que les acteurs qui se situent dans les zones d'emprise puissent être informés, savoir équiper les communautés à mieux discuter avec les différents partenaires, qu'ils soient compagnies pétrolières ou organisations gouvernementales. Cette sensibilisation va se poursuivre selon le maire de Sokone qui annonce des comités locaux de concertation sur l'exploitation du pétrole de Sangomar. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Parlons des exportations du Sénégal qui ont connu une hausse de près de 200 milliards en 2019. C'est en tout cas une révélation du directeur général de l'ASEPEX, l'agence sénégalaise pour la promotion des exportations. Le docteur Malik Diop explique cette croissance par les mesures prises par le gouvernement pour booster les exportations. Il était l'invité de RFM Matin. Les exportations sont passées de 1970,0 milliards le 31 décembre 2018 à 1985,1 milliards au 31 décembre 2019. Donc entre 2018 et 2019, nous sommes passés de plus 18,9% de croissance, ce qui est un record historique jamais égalé dans l'histoire économique du Sénégal. Et qu'est-ce qui explique ces performances, ces bons résultats? Alors c'est un plan stratégique de développement qui a été déroulé depuis l'avènement du président Macky Sall. Des investissements structurants, une augmentation naturellement de la production locale, de la production agricole, de la production horticole, un travail sur tout ce qui est exportation des produits artisanaux, des mines, des téléservices et des TIC. Et tout cet ensemble avec l'Agence sénégalaise de promotion des exportations et tous les acteurs qui ont travaillé dessus et qui ont permis aujourd'hui d'atteindre les marchés européens, les marchés africains, le marché asiatique. Tous ces marchés-là aujourd'hui sont des marchés dynamiques et les Sénégalais, le secteur privé sénégalais est présent dans ces marchés et vend bien entendu naturellement avec des normes clés en main sur lesquelles l'Agence sénégalaise de promotion des exportations a travaillé pour obtenir ce résultat. Et ce n'est pas la première année. Depuis 7 ans, aujourd'hui, on a un minimum de croissance de 10% tous les ans.
Avant de tourner cette page actualité nationale, un mot sur la crise scolaire. Le Haut Conseil du dialogue social rencontre les syndicats d'enseignants jeudi à Saly. Innocence Ntap Ndiaye reconnaît que plusieurs points de revendication restent à respecter. Elle estime que l'objectif de son institution est de résoudre définitivement la crise scolaire cette année. Vous l'entendrez lors de nos prochaines éditions. Il est 12h21. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Décès de l'ancien président d'Égypte, Hosni Moubarak. Moubarak, 91 ans, a tiré sa révérence dans un hôpital du Caire. Aujourd'hui, l'ancien président égyptien, renversé par une révolution populaire en 2011, a régné d'une main de fer pendant 30 ans. Qui était Moubarak? Portrait signé Daouda Diouf. C'est le 13 octobre 1981 que cet ancien militaire a été élu président de la République. Mohamed Hosni Moubarak a été réélu 4 fois, ce qui fait qu'il a dirigé l'Égypte pendant 29 ans, 3 mois et 28 jours avant de quitter un 11 février 2011 le pouvoir par contrainte populaire. Né le 4 mai 1928, Hosni Moubarak a été diplômé à l'école militaire d'académie égyptienne. Musulman, il militait au Parti national démocratique. Rappelons que Moubarak était vice-président de la République arabe d'Égypte au moment de l'assassinat d'Anwar el-Sadat en 1981. Il succède après la tenue d'une élection. Constamment réélu, Moubarak se voyait fréquemment qualifié de dictateur. Et c'est en 2011, avec le printemps arabe, le mouvement révolutionnaire égyptien qui l'est poussé à la démission. Il fut emprisonné et condamné par la justice égyptienne après son départ du pouvoir avant d'être libéré en 2017. Rappelons que lors du mouvement révolutionnaire, ce père de famille de 2 enfants a été accusé de la mort de 850 personnes. Après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité, Hosni Moubarak, acquitté en 2014, est décédé aujourd'hui à 91 ans à l'hôpital militaire Gala au Caire. En Guinée, la francophonie se retire du processus électoral. Et remet en cause la régularité des élections à venir. L'Organisation internationale de la francophonie prend cette décision à 5 jours seulement du référendum constitutionnel et du scrutin législatif en Guinée. 2 élections d'ailleurs boycottées par l'UFDG. Son secrétaire général a parlé sur RFI, Selou Dalé Diallo. Je note que M. Alpha Condé viole la Constitution qui a servi de base à son élection aussi bien en 2010 qu'en 2015, sur laquelle Constitution il a prêté 2 fois serment. Je note qu'il est en train de commettre le parjure de changer cette Constitution. Et le FNDC va constater qu'à l'absence de la Haute Cour de justice qu'il a pris soin à dessein de ne pas mettre en place, c'est au peuple de constater qu'il n'est plus digne de la fonction présidentielle. Par rapport à la législative, nous avons décidé d'exiger que le fichier soit assaini pour que n'aille ait un scrutin équitable. Malheureusement, M. Alpha Condé, qui s'est taillé un fichier sur mesure, on a dénoncé toutes les irrégularités. Il a refusé d'abord que les recommandations de la mission d'audit ne soient appliquées. Et ensuite, il a continué à faire enrôler des mineurs et à maintenir dans ce fichier beaucoup de fictifs, au point que ce fichier ne représente pas l'état du corps électoral. C'est Dalé Diallo qui, par ailleurs, a dénoncé le mutisme de la CEDEAO et de l'Union africaine. La société civile togolaise réagit après la victoire annoncée du président Faure Gnassingbé. 24 heures après la publication des résultats provisoires de la présidentielle au Togo, la société civile a réagi donc. Selon le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, c'est la dictature qui a encore gagné et cela n'augure rien de bon. La lutte va se poursuivre jusqu'à obtenir l'alternance, a dit le professeur David Dossé, interrogé à Lomé par Anna Rocha. Le Togo est une anomalie. C'est un des rares pays au monde où le président sortant est plébiscité pour son 4e mandat par ses citoyens, les mêmes citoyens qui, quelques semaines ou quelques mois auparavant, n'ont cessé de le contester. Donc, nous ne sommes pas surpris par l'annonce de la Commission électorale nationale. L'élection présidentielle de 2020 rappelle en tout point de vue ce que nous avons toujours connu dans ce pays en 2015, en 2010 ou en 2005, où la dictature qui organise l'élection ne perd jamais. C'est un énième message à l'endroit des Togolais qui, pour la plupart aujourd'hui, ont totalement perdu foi en un processus démocratique et pacifique pour obtenir l'alternance. Cela n'augure rien de bon malheureusement pour le Togo.
En ce qui concerne la société civile, elle avait déjà annoncé que désormais la lutte ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas obtenu l'alternance. Et donc nous avions aussi ajouté que le 22 février 2020 n'était qu'une date parmi tant d'autres. Si cette date permettait d'aboutir à l'alternance, ce serait une bonne chose. Mais si l'alternance n'était pas obtenue le 22 février 2020, l'action de la société civile ne va pas s'arrêter. Maintenant, est-ce que la réaction va être immédiate? Est-ce qu'elle va être différée? C'est la question qu'il faut peut-être se poser. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et il est certain que nous ne laisserons pas le président Faure dérouler tranquillement pendant 5 années son mandat. Un ancien puissant patron à Hollywood condamné. Pour viol et agression sexuelle, le verdict est tombé hier soir. Harvey Weinstein compte interjeter appel. Un ancien tout-puissant patron d'Hollywood, industrie du cinéma américain, en prison en attendant la peine qu'il devra purger, a rejeté toute forme d'agression sexuelle. Il a été démasqué par un documentaire britannique intitulé L'intouchable Harvey Weinstein. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Le jury a 5 jours pour délibérer. Il s'agit là d'une première victoire du mouvement #MeToo qui a également fait tomber l'acteur comédien Bill Cosby en 2018 qui est en train de purger sa peine de prison de 3 ans et demi, peine d'abord déjà confirmée par la Cour d'appel américaine. Souleymane, c'est tout. Tout à l'heure, nous parlerons de la gestion des risques de propagation de l'épidémie de coronavirus au Sénégal, particulièrement du dispositif mis en place par les autorités sanitaires. Et pour ce faire, nous serons avec le docteur Aloïse Wali Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé, et avec le professeur Daouda Ndiaye, parasitologue, directeur du centre Génomium des maladies infectieuses. Il est actuellement en mission à Abidjan. Bonjour Malal Diagne Junior. Rebonjour Souleymane. Tournoi olympique de boxe, 2 Sénégalais sur le ring ce soir. Il s'agit de la seule fille de la sélection sénégalaise, Khadija Timera, qui va monter aujourd'hui sur le ring pour défier l'Ougandaise Catherine Nazir. Chez les hommes, Karamba Kebe va aller à l'assaut de l'Égyptien Ali Karar Ali Moussa. Ce sera à Dakar Arena pour les besoins du tournoi de qualification aux Jeux Olympiques. Les boxeurs sénégalais vont donc en découdre pour essayer de sauver l'honneur puisque tous ceux qui sont montés sur le ring ont été éliminés. Lui n'a pas été éliminé. Il a réussi à décrocher sa qualification pour les Jeux Paralympiques Tokyo 2020. Il s'agit d'Ibrahima Sey, le combattant au niveau du taekwondo, demande le soutien de l'État. Il bénéficie déjà de l'engagement total de sa fédération à l'accompagner pour l'obtention et la réussite de sa mission à Tokyo en 2020 sur les camps. Après avoir remporté 3 combats contre l'Égypte, le Ghana et le Maroc, le Sénégalais Ibrahima Sey décroche une qualification historique pour le para-taekwondo aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Maître Abdoulatif Mbaye, sélectionneur national de para-taekwondo, s'en félicite. Ibrahima Sey, il a fait des résultats parce que depuis longtemps, depuis 1 an et quelques, il travaille matin et soir. Je pense qu'il a fait son boulot. On remercie le bon Dieu. Présent à Rabat, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo loue le travail abattu pour cette première qualification. Baladjei. Sentiment de fierté pour ce jeune parce qu'il s'est battu avec son coach. On est très content et fiers d'eux parce qu'ils ont rempli leur mission ici à Rabat. Donc, premier titre de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. On peut juste être fiers de l'équipe nationale para qui a rempli en fait l'objectif qui s'est fixé, c'est de se qualifier en fait historiquement pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils étaient 2 athlètes. Malheureusement, son coéquipier, Jen Pham, qui n'a pas en fait pu participer à cette compétition et qui avait beaucoup d'espoir pour se qualifier. Et malheureusement, c'est comme ça. Baladjei ajoute que d'autres défis sont à relever. Les défis qui nous attendent, c'est juste de bien se préparer et aller à Tokyo pour décrocher une médaille. C'est ça l'objectif de la Fédération sénégalaise de taekwondo. En tout cas, bravo à Ibrahima Sey, bravo à son coach, Maître Latif Mbaye. Le principal concerné, Ibrahima Sey, capitaine de l'équipe nationale de para-taekwondo, vise désormais une médaille olympique. Les meilleurs sportifs célébrés par le site Sport 221. Ce sera cet après-midi la 5e édition de ce gala annuel organisé par l'administrateur du site sport221.com. Pour cette année, Sadio Mané remporte le prix de la personnalité sportive de l'année au Sénégal. Amadine Si, responsable de cette activité. Cette année, Sadio Mané, comme vous le savez, a été désigné
personnalité sportive de l'année. Pourquoi Sadio Mané? Parce que simplement Sadio Mané a réalisé une saison époustouflante avec Liverpool. Il y aura d'autres récompenses puisque le couple sportif est composé de Mbagnick Ndiaye, du judo champion d'Afrique, et Maman Amina John qui est double champion d'Afrique. Donc les sports de combat seront à l'honneur avec également le président de la Fédération sénégalaise de karaté. Ligue des champions, on joue la suite des huitièmes de finale ce soir. 2 rencontres sont au programme à partir de 20h. Plus de détails avec Aïssatou Faïbodjan. Après avoir réussi le test du coronavirus, les joueurs du FC Barcelone vont tenter de relever un autre défi face au Napoli. Le FC Barcelone, amené par un Lionel Messi au meilleur de sa forme, va tenter de réaliser un bon résultat devant l'équipe de Gennaro Gattuso. L'entraîneur de Naples, qui a salué hier le génie de l'équipe espagnole, non sans s'arrêter sur les performances du triple XL du Ballon d'Or européen. Léo Messi, qui pour la première fois de sa carrière va jouer sur une pelouse pratiquée par l'autre génie argentin du football, Diego Armando Maradona. Dans l'autre rencontre, les Blues de Chelsea vont tenter de s'imposer sur leur terre devant l'équipe bavaroise du Bayern. Une équipe de Chelsea qui a retrouvé une bonne santé sportive en Première Ligue et qui aura à cœur de franchir cet obstacle allemand. Voilà, Suleiman, on a fait 2 minutes de temps additionnel. Bienvenue à Point de vue. Nous débattons aujourd'hui de la gestion du risque de propagation du coronavirus Covid-19 au Sénégal par les autorités sanitaires du pays. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Aloïs Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Docteur Aloïs Waly Diouf, bonjour. Bonjour, monseigneur. Nous sommes également en ligne et en direct avec le professeur Daouda Ndiaye, parasitologue, directeur du Centre génomique des maladies infectieuses que nous appelons d'Abidjan, où il se trouve en mission. Professeur Daouda Ndiaye, bonjour. Alors, professeur, je commence avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'état de préparation du Sénégal à une éventuelle apparition d'un ou de plusieurs cas de coronavirus au Sénégal. Parlons d'abord de ce virus et de la pneumonie virale dont il est l'agent pathogène. Le commun des Sénégalais sait très peu de choses sur ce virus, le Covid-19, et sur les symptômes de la maladie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire très rapidement en tant que parasitologue? Oui, merci beaucoup. J'espère que la liste sera OK. Le coronavirus, comme vous l'avez dit, c'est une maladie virale transmise au départ de l'animal à l'homme, maintenant qui est devenue une maladie interhumaine. C'est une maladie qui d'habitude se présente comme un syndrome primal, hyper banal, et malheureusement, après quelques... Malheureusement, la ligne est très mauvaise, professeur. Si vous permettez, nous allons essayer de vous avoir sur une ligne un peu plus claire. En attendant, j'introduis le docteur Aloïs Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Docteur Aloïs Waly Diouf, le Sénégal est-il prêt à faire face à l'apparition d'un ou de plusieurs cas? Quelles sont les dispositions qui ont été prises d'abord pour empêcher cette apparition, ensuite, le cas échéant, pour prendre en charge d'éventuels cas? Je vous remercie, monseigneur. Je voudrais saluer mon ami et frère, le professeur Daouda Ndiaye, et lui souhaiter un bon séjour en Côte d'Ivoire. Pour répondre à votre question, je dirais que le Sénégal, très tôt, a pris ses dispositions pour empêcher la pénétration du Covid-19 sur notre territoire. Mais au-delà de cette stratégie qui consiste à prévenir l'entrée du virus sur notre territoire, nous avons aussi développé une stratégie pour permettre de circonscrire le virus au cas où il serait présent sur notre territoire. Nous nous sommes mis très tôt, en commençant par la diffusion de fiches techniques sur la maladie à l'ensemble des acteurs
de santé, parce que comme vous le savez, c'est une pathologie avec un nouveau virus. Et il était important pour nous de pouvoir déjà permettre à nos agents d'appréhender la maladie, de pouvoir identifier les symptômes de la maladie et dans le cadre de la surveillance épidémiologique, de pouvoir tout de suite réagir. L'autre activité que nous avons mise en place de manière très très précoce, c'est surtout le renforcement du contrôle aux portes d'entrée, c'est-à-dire à l'aéroport, au port et au niveau des frontières terrestres. De ce point de vue, nous avons mis des caméras thermiques au niveau des différents accès de l'aéroport et nous continuons à redynamiser, nous continuons à renforcer ce dispositif au niveau de l'aéroport parce que, je le dis souvent, le dispositif que nous mettons en place n'est pas un dispositif statique, c'est un dispositif dynamique qu'il faut adapter en fonction de l'évolution épidémiologique. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces deux premiers points avant d'entrer dans le dispositif de prise en charge d'éventuels cas. Sur la mise à niveau du personnel médical, j'entends bien, sur la communication, j'entends bien. Sur le contrôle aux frontières, il nous est revenu qu'à l'aéroport AIBD, certains vols ne sont pas traités à certaines heures ou alors le traitement n'est pas aussi rigoureux que ce qu'on a vu dans d'autres aéroports de la sous-région, notamment à Bamako, à Abidjan. Oui, je vous remercie, Souleymane. Je crois que la grandeur d'un gouvernant, c'est aussi de pouvoir être à l'écoute de son peuple. Nous avons mis un dispositif de contrôle à partir des caméras thermiques, où ce dispositif-là, en termes de présence humaine, était plus ou moins discret. Parce que nous, de notre point de vue, ce qui importait pour nous, c'était de pouvoir, pour chaque voyageur, recueillir sa température et prendre une décision. Donc, l'appareil qui permettait de recueillir la température était au niveau des sorties pour aller vers les postes de police. Aujourd'hui, nous avons, et c'est la raison pour laquelle je dis que le processus est un processus dynamique, nous avons aussi compris que ce dispositif-là n'était pas perçu de la même manière que nous le percevions par les populations. Et par conséquent, il fallait aussi y ajouter un peu de chaleur humaine ou de ressources humaines, si vous voulez. Parce que autant tous les voyageurs sont contrôlés à partir des caméras thermiques, mais aussi c'est pas les caméras thermiques qui fonctionnent elles seules, il y a des ressources humaines. Autant les voyageurs et les Sénégalais de manière générale ont pensé qu'il fallait qu'ils devaient voir beaucoup plus de ressources humaines autour de ces caméras thermiques. Et nous avons travaillé depuis la fin de la semaine dernière à renforcer le dispositif en termes de ressources humaines. Est-ce que vous voulez dire que c'est pas parce qu'un agent avec une caméra en main ou en tout cas un appareil de contrôle de la température en main qu'il n'y a pas de contrôle, qu'il y a des caméras qui sont peut-être invisibles, qui permettent d'identifier ce qui présenterait des symptômes ou des éléments de soupçon? Oui, je reviens moi-même d'une mission à l'Union africaine. Et cette mission m'a permis de transiter par un aéroport africain où vous avez un agent qui a son appareil pour voir la température des voyageurs. Il y a dans un autre pays un système où vous avez la caméra thermique qui est placée et vous avez aussi des agents qui sont tout autour. Nous, le système que nous avons adopté, c'est un système où nous mettons la caméra thermique et les agents sont un peu en retrait par rapport à la caméra thermique où ont une présence beaucoup plus discrète. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir prendre la température des voyageurs. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose qui me paraît fondamentale et qui me paraît importante, c'est que s'il faut lutter contre le Covid-19, il faut le faire avec un engagement de la communauté. Et pour avoir cet engagement de la communauté, il faut qu'elle-même soit rassurée par le dispositif que nous mettons en place. C'est la raison pour laquelle je vous dis,
depuis la semaine dernière, nous sommes montés en puissance par rapport à cette question de prise de température au niveau de la porte d'entrée de l'aéroport. Cela signifie que nous avons un renfort en ressources humaines et que les voyageurs désormais vont voir des ressources humaines à côté des caméras thermiques. Mais et tous les vols vont être traités. J'y viens. Mieux, en rapport avec la police des frontières, désormais, tous les voyageurs à bord des vols atterrissant à l'AIBD vont être soumis au contrôle de température. Donc, le dispositif du Sénégal est un dispositif qui est prêt, mais qu'il va falloir parfois adapter en fonction de l'évolution. Qu'en est-il des frontières terrestres? Alors, pour les frontières terrestres, c'est le dispositif aussi, nous travaillons de manière multisectorielle avec les forces de sécurité, la douane, pour pouvoir faire ce contrôle-là au niveau des postes de frontières. De la même manière, nous avons aussi des frontières parfois où les passagers n'utilisent pas souvent les frontières officielles. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la collaboration avec le ministère de l'Intérieur, nous veillons aussi à ce que l'ensemble des personnes qui entrent sur le territoire puissent utiliser les voies officielles. Et je ne reviens pas sur des péripéties qui se sont produites où on a dû prendre des personnes qui ont voulu entrer discrètement sans passer par les voies officielles au Sénégal afin de ne pas pouvoir subir ce contrôle-là. Dire que nous sommes sur le qui-vive et nous le faisons de manière multisectorielle avec les autres ministères du gouvernement. Alors, malheureusement, nous n'arrivons pas à rétablir la liaison avec le professeur Daouda Ndiaye. Nous ne désespérons pas de l'avoir dans notre édition en Wolof. Il me reste 2 minutes, docteur Aloïse Waly Diouf, pour évoquer justement le dispositif de prise en charge d'un éventuel ou de plusieurs éventuels cas au Sénégal. Nous savons qu'on a tiré beaucoup d'expériences de Ebola. Qu'en est-il? Est-ce que le même dispositif est en place? A-t-il été amélioré? Dans quel sens? Alors, pour ce qui est du dispositif de prise en charge du cas, nous avons déjà fini d'identifier les 4 hôpitaux qui doivent pouvoir accueillir les patients atteints du Covid-19. Quels sont-ils? Et principalement, nous travaillons sur l'hôpital Fann, qui doit être le premier hôpital à pouvoir accueillir les patients, parce que nous pensons que c'est des patients qu'il ne faut pas éparpiller. Nous prions encore le Tout-Puissant pour que cette situation ne se produise pas. Mais pour ce qui est des 4 hôpitaux, il s'agit de l'hôpital général Idrissa Pouye, de l'hôpital Fann, de l'hôpital Aristide Le Dantec et de l'hôpital principal. Aujourd'hui, nous mettons le focus sur l'hôpital Fann, qui dispose d'une plus grande capacité d'accueil pour les malades, de manière à ce que, du point de vue logistique, toutes les conditions soient réunies pour prendre en charge même les cas les plus graves. Il faut que nous puissions, et ça je vous invite, les organes de presse, l'ensemble des en tout cas des acteurs de la presse, à nous accompagner dans ce processus. Nous devons faire en sorte que les Sénégalais soient rassurés. Nous devons faire en sorte que les Sénégalais participent au combat que nous sommes en train de mener, qui consiste à empêcher l'entrée du Covid-19, et nous devons le faire en un seul corps. Et malgré tout, oui. Je sais que vous n'êtes pas statisticien, mais est-ce que vous avez travaillé sur une probabilité? Est-ce qu'il y a des estimations d'une probabilité d'avoir des cas au Sénégal? Est-ce qu'on sait? Mais justement, c'est-à-dire que cette probabilité-là, nous ne la négligeons pas. Nous ne pouvons pas nous dire que cette probabilité est très faible. Je vous donne un exemple. Il y a en 2015, quand pour le virus Ebola, nous nous disions qu'il y avait une forte probabilité. Finalement, nous avons eu un seul cas importé. Et à l'époque, on attendait les cas
on avait mis un grand dispositif au niveau de l'aéroport. Je sais que vous vous rappelez de ça. Exact. Mais le cas est passé par la voie terrestre. Absolument. Cela veut dire qu'il ne faut négliger aucune voie. Et c'est fort de cette expérience-là que nous continuons à bâtir un système de protection des Sénégalais pour permettre et empêcher la pénétration de ce Covid-19 au Sénégal. Merci.